Bonjour et bienvenue à la Synergie 2024. Mon nom est Jerry Vitoratos et je vais vous présenter DTMax dévoilé, amélioration passée et présente. Donc, je me présente. Mon nom est Jerry Vitoratos et je travaille pour DT Impôt Comptabilité, une division de Thomson Reuters depuis plus de 15 ans en tant que formateur et personne ressource en matière de fiscalité. Donc, je donne des formations à des préparateurs comme vous sur des sujets variés de la fiscalité et aussi sur l'usage du produit de conformité DTMax. Je suis également le représentant média pour notre produit grand public qu'on appelle Impôt Expert, dont j'ai fait des entrevues à des chaînes anglaises de BNN, CTV News et Global TV durant les années. J'ai obtenu ma maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke en 2020. Donc, l'objectif de cette session, c'est d'examiner certaines modifications et améliorations de DTMax durant les années. Donc, on va voir premièrement des améliorations qu'on a apportées au logiciel depuis quelques années maintenant. Donc, on va faire un survol de toutes ces améliorations-là et on va aussi voir quelques modifications fiscales qui vont être appliquées à DTMax. Donc, durant la session de Synergie, je vous ai présenté aussi une mise à jour fiscale pour l'année 2024 et aussi un aperçu de 2025. Donc, avec cette session, on va voir deux changements en particulier, comment ces changements-là vont être appliqués à DTMax. Donc, l'agenda. Premièrement, on va commencer avec les aperçus de récentes améliorations de DTMax. Donc, on va aller par écran dans ce cas. Donc, on va commencer avec des améliorations de la liste des clients. On va voir le tri, les familles plus visibles, le statut de consentement de TED et le filtre actif. De là, on va voir les améliorations de la saisie de données, les étiquettes de révision, différentes couleurs pour les membres de la famille et le flux de travail et suivi fiscaux. Et après, on va voir les améliorations de la déclaration de revenus ou l'écran de la déclaration de revenus, étiquettes et notes de révision, liste de contrôle général, le questionnaire pro forma et la réconciliation des économies fiscales. De là, on va voir les modifications fiscales à venir dans DTMax. Donc, ce sont tout simplement deux changements de la déclaration de revenus, puis on va vous montrer comment on va appliquer ces changements dans la saisie de données de DTMax. Donc, allons-y, on va rentrer maintenant dans le logiciel. On se retrouve maintenant dans DTMax et plus particulièrement la liste de clients. Donc, on va commencer avec les améliorations qu'on a apportées depuis quelques années dans la liste de clients. On le sait que DTMax va organiser les renseignements de chaque dossier de client par colonne. Donc, on voit ici la valeur implicite du logiciel, on voit le numéro de client, le nom du client, la date de naissance, âge, état de traitement. Sachez aussi qu'on peut modifier ou personnaliser cette liste de clients en se plaçant sur l'icône de l'engrenage ou en se plaçant sur le menu Préférences et en sélectionnant Paramètres de la liste des clients. En ce faisant, je peux maintenant rajouter ou supprimer des colonnes dans ma liste de clients et la personnaliser comme je le veux. Bon, on va commencer maintenant avec l'amélioration du triage. Donc, implicitement, le logiciel vous laisse trier la liste de clients selon certaines colonnes. Par exemple, le numéro de client, le nom du client et la date de naissance. Vous voyez un petit tiret à côté de chacun de ces descriptions. Ça, c'est le logiciel qui vous montre que vous pouvez trier implicitement cette colonne-là. Donc, par exemple, je peux cliquer sur la colonne « Nom » et là, le logiciel maintenant va trier cette colonne et va placer ma clientèle en ordre alphabétique selon le nom de famille du client, peu importe si la personne soit un chef de famille, un conjoint ou une personne à charge. Et c'est la façon de repérer un client qui n'est pas un chef de famille ou, en d'autres mots, qui est un conjoint ou une personne à charge. Vous cliquez sur la colonne « Non » et on peut maintenant repérer le client directement. Sachez que ce ne sont pas les seules colonnes qu'on peut trier dans la liste de clients. On peut trier sur n'importe quelle colonne que vous rajoutez dans la liste de clients, incluant par exemple état de traitement. Et c'est ça qu'on va faire comme exemple. Là, présentement, comme valeur implicite, je ne peux pas trier
ma liste de clients, comme vous voyez ici, je ne peux pas trier sur l'état de traitement. Mais sachez que c'est tout simplement une option qu'il faut activer dans le logiciel. Donc, pour l'activer, on va se placer sur le menu Préférences et on va sélectionner Interface de l'utilisateur. Quand je clique dessus, dans la première section, Liste des clients, j'ai une option pour rendre toutes les colonnes triables et non seulement les colonnes qu'on avait vues comme valeur implicite. Donc, je coche cette case. Le logiciel me confirme maintenant que je peux trier sur toutes les colonnes et je clique sur Sauvegarder. Dorénavant, je peux trier maintenant sur n'importe quelle colonne de la liste de clients. Par exemple, maintenant, si je veux trier par état de traitement et regrouper mes clients par état de traitement, je clique tout simplement sur la colonne État de traitement et vous voyez maintenant que toute ma clientèle est regroupée ensemble selon l'état de traitement. Voyons maintenant l'option pour rendre les familles plus visibles. Donc, je vais ramener ma liste de clients dans la liste de familles qu'on appelle, tout simplement en cliquant sur l'icône de famille. Donc, peu importe la façon que je trie la liste de clients, je peux toujours revenir à ma liste originale en cliquant sur l'icône de famille. Maintenant, vous voyez que j'ai des familles qui sont regroupées ensemble. Par exemple, Julia et Nicolas sont regroupés ensemble. Paul, Catherine, Stéphanie et Diane sont regroupés ensemble aussi. On voit des lignes de démarcation, mais ils ne sont pas nécessairement très claires, même sur mon écran présentement. Sachez qu'on peut rendre les familles plus visibles et voir plus clairement les lignes de démarcation entre les différentes familles dans la liste de clients. Encore une fois, c'est une option qu'il faut activer dans le logiciel. Donc, pour ce faire, on va se rendre encore une fois dans le menu Préférences et on va sélectionner Interface de l'utilisateur. Je clique dessus et dans la même section qu'on avait vue auparavant, Liste des clients, on voit une autre option pour rendre les familles plus visibles. Donc, je coche la case pour cette option-là. Je clique sur Sauvegarder. Et vous voyez maintenant que les familles sont beaucoup plus visibles qu'ils étaient auparavant. Exemple, vous voyez que les chefs de famille sont placés en vert dans une couleur différente et les lignes de démarcation sont plus claires maintenant entre les différents groupes de familles. Pour ceux qui utilisent DTMax depuis plusieurs années, vous allez reconnaître cette vue-là. C'est l'ancienne vue de la liste de clients de DTMax. Voyons maintenant l'état de traitement pour la signature d'autorisation de la TED. Donc, c'est une option que vous pouvez activer dans le logiciel pour empêcher la production ou la transmission de la déclaration de revenus du moment que le client n'a pas signé encore son formulaire d'autorisation de la TED. Donc, pour activer cette option, on se place sur le menu Préférences et on sélectionne Valeur implicite de l'utilisateur. Cliquez sur l'onglet Divers. Dans la partie de gauche, dans la section Modalités de vérification, vous avez une option Consentement à la TED. Cochez cette case et cliquez sur Sauvegarder vers le bas de cette nouvelle fenêtre. Vous allez constater maintenant que tous les dossiers que vous avez prêts pour la TED vont changer pour en attente d'autorisation pour la TED. La seule façon de transmettre maintenant ces déclarations de revenus, c'est d'indiquer au logiciel que le client a bel et bien signé ces autorisations. Pour ce faire,
dans la déclaration de revenus, cliquez sur l'icône « Données relatives à l'État » et dans la partie fédérale et Québec, cochez les cases à côté de « Consentement à la TED signé ». Cliquez OK vers le bas de cette fenêtre. Maintenant, pour ce dossier, si on revient dans la liste de clients, le dossier est rendu maintenant prêt pour la TED et vous pouvez la transmettre aux 2 paliers du gouvernement. Voyons maintenant une autre amélioration de la liste de clients, le filtre actif. Au fil des ans, vous allez avoir des clients inactifs dans votre liste de clients. Que ce soit des clients qui ne sont plus des clients, par exemple un client qui n'est pas revenu après la 2e année de production, ou que ce soit un client décédé et l'année suivante se rend inactif automatiquement par le logiciel. Vous constatez sur ma liste de clients présentement que j'ai un client inactif. Sachez que on peut cacher ces clients dans la liste de clients. Donc, on peut filtrer la liste de clients pour voir seulement ce qu'on appelle les clients actifs. Comment on peut activer ce filtre-là? Vous avez tout simplement à cliquer sur l'icône du filtre actif. En cliquant dessus, le logiciel va maintenant cacher vos clients inactifs et va vous montrer seulement vos clients actifs. Si, par exemple, le client qui n'est pas revenu depuis 2 ans soudainement revient pour produire leur déclaration de revenus avec vous, vous pouvez désactiver le filtre actif en cliquant sur l'icône du filtre des clients actifs. Et vous allez constater que le client maintenant revient dans votre liste de clients et vous pouvez tout simplement réactiver ce client en rentrant dans sa saisie de données et dans la nouvelle fenêtre, indiquer au logiciel de réactiver le client. On a vu quelques-unes des améliorations qui se retrouvent dans la liste de clients. Voyons maintenant quelques améliorations de la saisie de données. On va commencer avec les étiquettes de révision. Donc, dans la saisie de données, au fur et à mesure que vous révisez les montants que vous avez saisis dans la saisie de données, vous pouvez rajouter des étiquettes de révision directement sur chacun des champs. Donc, j'ai cliqué avec le bouton de droite de la souris sur un champ en particulier et vous voyez que maintenant, j'ai 2 choix de étiquettes de révision. J'en ai un pour révision, puis j'en ai un pour cocher OK. Donc, cocher OK, ça fait plusieurs années qu'on a cette étiquette, mais dernièrement, il y a quelques années, on a rajouté celui pour les étiquettes de révision. Par exemple, j'arrive ici sur la case 17 et dans mes diagnostics, je constate que le montant n'est pas correct présentement selon le calcul du gouvernement. Donc ici, je pourrais, dans ce cas, rajouter une étiquette de révision pour que je peux aller consulter le feuillet et apporter les correctifs nécessaires plus tard. Donc, encore une fois, je clique avec le bouton de droite de la souris et je sélectionne l'option « Étiqueter le mot-clé pour révision ». En ce faisant, le logiciel va rajouter un point d'interrogation à côté du champ ici de la case 17. Et en plus, DTMax va rajouter aussi un diagnostic juste en dessous pour vérifier plus tard les cotisations de Régie des rentes du Québec pour ce client en particulier. En cliquant 2 fois dessus sur le message, le logiciel va me ramener directement au champ que je devrais réviser.
Prenons l'exemple que le montant que j'ai saisi dans la case 17 pour la Régie des rentes du Québec correspond au montant sur le feuillet du client. Donc, je veux maintenant changer l'étiquette pour indiquer que le montant est correct, même si le montant ne correspond pas avec le calcul officiel du gouvernement. Donc, j'ai tout simplement à cliquer avec le bouton de droite de la souris sur le champ et je vais changer maintenant mon étiquette pour l'étiquette pour révision à une étiquette cochée OK. Vous voyez maintenant que le logiciel va changer l'étiquette à un crochet vert pour indiquer que c'est bel et bien le montant qui correspond au montant du feuillet. Mais en plus, en changeant l'étiquette à une étiquette cochée OK, DTMax va aussi enlever le diagnostic du calcul officiel du gouvernement dans les messages d'erreur et d'avertissement. Donc, le crochet coché OK va enlever les diagnostics pour les champs de la Régie des rentes du Québec ou les contributions de Régie des rentes du Québec, les cotisations de l'assurance-emploi et aussi les cotisations du régime québécois d'assurance parentale. Continuons avec la saisie de données. On va voir maintenant un nouveau groupe de mots-clés qu'on avait rajouté pour l'année fiscale 2023, qui est la révision et suivi du flux de travail ou le groupe de mots-clés révision pour. Donc, c'est quoi exactement ce groupe de mots-clés? Bien, ce groupe de mots-clés va vous permettre d'enregistrer les réponses aux questions que vous vous posez sur la déclaration de revenus de votre client au cours du processus de préparation des déclarations de revenus. DTMax, après, fera le suivi des réponses à ces questions dans la saisie de données par l'entremise du groupe de mots-clés et de 2 nouveaux formulaires générés dans l'écran de la déclaration de revenus. Voyons en détail ce groupe de mots-clés et on va essayer des exemples pour comprendre le principe de ce groupe de mots-clés. En premier lieu, dans le mot-clé principal révision pour, on sélectionne pour quel client on va répondre à des questions sur leur dossier. Par exemple, on pourrait répondre sur le dossier qu'on traite présentement. Dans ce cas, c'est le particulier qu'on sélectionne. Ou on va répondre aux questions pour le conjoint. Donc, on pourrait faire, par exemple, le particulier et le conjoint dans un dossier, dans le chef de famille, par exemple, ou un autre membre de la famille. Pour notre exemple, on va sélectionner particulier et on va saisir la date dont on a la première question qu'on va répondre. Donc, faisons semblant qu'on est dans la saison d'impôt présentement. Donc, on va rentrer une date de la saison d'impôt. On va dire, par exemple, le 20 mars. Du moment qu'on saisit la date, vous voyez maintenant que le groupe de mots-clés va s'ouvrir et là, vous avez plusieurs catégories de questions que vous pouvez sélectionner. Vous avez des catégories de nature générale, dont vous avez par exemple ici, est-ce que le client a cotisé dans ses 60 premiers jours 2024? Est-ce que le client a effectué des dons de bienfaisance? Est-ce que le client a acheté sa première habitation, etc., etc. Donc, on a des questions de nature générale jusqu'à des questions beaucoup plus précises. Par exemple, pour affaires, vous avez ici des questions. Est-ce que le client a des droits d'immatriculation avec la NEQ, avec un numéro de NEQ? Est-ce que le client a acquis des biens amortissables? Est-ce que le client a des frais de bureau à domicile? Etc., etc., etc. Donc, vous allez par catégorie et vous sélectionnez la question pertinente. Sachez que si la question que vous voulez poser sur le dossier du client ne se retrouve pas dans le menu déroulant, vous avez l'option de le préciser vous-même en sélectionnant « Autre » et une case va apparaître pour saisir la question manuellement. Faisons maintenant quelques exemples pour comprendre la façon de faire fonctionner ce groupe de mots-clés. Comme je l'avais mentionné auparavant, le but de ce groupe de mots-clés, c'est de loguer les questions que vous allez avoir durant le processus de la production de déclaration de revenus et les réponses que vous allez recevoir sur ces questions. Donc, le logiciel va loguer les questions et les réponses. La façon que le logiciel va le faire, c'est évidemment avec le groupe de mots-clés et on va voir quelques exemples comment on le fait.
et aussi à l'aide de 2 formulaires dans la déclaration de revenus. Donc, prenons un exemple ici. On va prendre la catégorie générale. Et là, on va prendre, par exemple, le premier choix ici, cotisation de REER pour les 60 premiers jours de 2024. Donc, faisons un exemple ici. Le client a cotisé dans ses 60 premiers jours de l'année en 2023, mais je constate que pour 2024, le client n'avait pas cotisé ou j'ai pas reçu de reçu de mon client pour les 60 premiers jours de 2024. Donc, je vais poser la question à mon client parce que je connais mon client. Mon client fait des mensualités dans son REER, donc il y a des fortes chances que mon client devrait avoir des cotisations dans les 60 premiers jours de 2024. Donc, je sélectionne cette question à poser. Je pourrais dans ce cas-là rajouter aussi d'autres détails sur cette question. Je pourrais dire, par exemple, cotisation par mensualité. OK, donc cotisation par mensualité, mais aucun reçu. Voilà. OK, donc je pose la question, je mets un peu plus de détails là-dedans et après ça, je mets la question en suspens avec le mot-clé ici, réponse. Donc, je sélectionne le point d'interrogation parce que j'ai pas la réponse encore. Je pose la question à mon client me dit, il y a des fortes chances que j'en ai, mais j'ai pas les reçus avec moi, je te reviens là-dessus. Donc, c'est une question qui est en suspens dans cet exemple. Faisons maintenant un exemple dont je reçois la réponse à la question immédiatement. Donc, je me place encore une fois dans la catégorie générale et là, j'y vais dans la question, par exemple, première habitation. Donc, je constate que mon client a une nouvelle adresse postale sur sa déclaration de revenus. Je sais que mon client était locataire depuis plusieurs années, plus que 4 ans dans ce cas-là. Il était locataire de son immeuble. Je constate la nouvelle adresse. Est-ce une autre location, juste un déménagement, ou est-ce que mon client s'est acheté une première habitation? Donc, je vais loguer la question et la réponse de mon client. Donc, je sélectionne ici première habitation comme question. Et dans la question détail, dans ce cas-là, je mentionne encore une fois ici, nouvelle adresse. Et je peux dire, est-ce un achat? Donc là, je pose la question à mon client me donne la réponse. Dans ce cas-là, c'est oui, effectivement, mon client s'est acheté une première habitation. Comme j'avais mentionné, mon client était locataire depuis plus de 4 ans de son autre immeuble, qui veut dire que mon client est admissible pour le crédit pour l'achat de première habitation. Donc ici, je vais dire oui. C'est une première habitation de mon client. Là, réponse montant, j'ai pas de montant dans ce cas-là, c'est juste une question oui ou non dans mon exemple. Donc, je le laisse tel quel, je mets rien là-dedans. Et finalement, je mets l'explication. Je dis client confirme l'achat de sa maison. Et je mets la date répondue. Donc, dans mon cas, par exemple, j'ai posé la question déjà, j'avais commencé le 20 mars. Donc, dans le 20 mars, le client m'a répondu immédiatement, oui, effectivement, c'est l'achat de sa première habitation. Et j'indique que la question a été complétée. Donc, c'est complet. C'est pas une question en suspens. J'ai eu la réponse immédiatement. Et là, j'indique oui. Donc, j'ai saisi maintenant les 2 questions que j'avais sur le dossier de mon client, dont une question est en suspens. J'ai pas la réponse encore de mon client, alors que l'autre question, j'ai eu la réponse immédiatement de mon client. Voyons maintenant comment le logiciel va traquer maintenant ces questions et réponses dans l'écran de la déclaration de revenus. Donc, je calcule la déclaration de revenus, je clique sur l'onglet déclaration de revenus et parmi la liste des formulaires que le logiciel va générer sur le dossier de vos clients, sur les dossiers de vos clients, j'ai un formulaire qu'on appelle question de révision. Donc, dans ce formulaire, vous allez constater
que le logiciel vous donne les questions en suspens. Donc, ce formulaire-là vous donne seulement les questions dont vous n'avez pas la réponse encore de votre client. OK, donc, vous voyez ici que j'ai cotisation 60 premiers jours de 2024 et après ça, cotisation par mensualité, mais aucun reçu. Vous voyez, j'ai le point d'interrogation. J'ai pas de réponse encore. Le logiciel va traquer maintenant cette question-là, OK, qui est en suspens. Après ça, j'ai un autre formulaire qui est question de révision complétée. Donc, dans ce formulaire-là, le logiciel va maintenant retracer toutes les questions que vous avez posées à vos clients et dont vous avez eu déjà la réponse du client. Donc, ici, c'était la question pour la première habitation. Est-ce qu'on a une nouvelle adresse? La nouvelle adresse, c'est une confirmation que le client est admissible à l'achat d'une première habitation. La réponse est oui. J'ai aussi la date que le client a répondu et le client confirme l'achat de sa maison. Donc là, vous avez maintenant la confirmation que le client vous a bel et bien dit qu'il était, dans mon cas, c'est Paul Tremblay, il était admissible au crédit pour l'achat de première habitation. Donc, voici les deux formulaires que le logiciel va vous générer. Donc maintenant, vous avez l'option de remettre ces formulaires-là à vos clients, particulièrement les questions en suspens. Donc, les questions qui sont complétées, c'est vraiment un formulaire que vous gardez à l'interne pour retracer les réponses de vos clients. Comme ça, si le client vous conteste sur une réponse de question, ben vous avez maintenant la trace de la réponse de vos clients. Mais vous avez aussi ce formulaire-là, les questions en suspens, que vous pouvez remettre à vos clients. Là, par exemple, vous le générez par PDF, vous l'envoyez à vos clients ou vous l'imprimez, vous le remettez et le client le prend et peut répondre directement à cette question. Donc, voilà les deux formulaires que je mentionnais auparavant que le logiciel va générer. Voyons maintenant qu'est-ce qui arrive du moment qu'on prend la question qui est en suspens et on la répond. Donc, le client me revient et me dit, oui, effectivement, j'ai contribué dans mon REER dans les 60 premiers jours de l'année. Donc là, je vais maintenant loguer sa réponse dans la saisie de données, dans le groupe de mots-clés, révision pour, et on va voir l'effet, qu'est-ce que le logiciel va faire du moment que la question qui est en suspens est maintenant complétée. Donc, je reviens dans la saisie de données et on va ouvrir maintenant la première question, qui était la question des cotisations de REER des 60 premiers jours. Là, la question n'est plus en suspens. C'est répondu oui. Le client a effectué sa cotisation de REER dans les 60 premiers jours de l'année. J'indique oui et j'indique après ça le montant. Comme ça, j'ai une trace du montant. J'ai une trace du montant que le client a contribué. L'explication, je peux dire maintenant, client confirme les cotisations dans ce cas. Et finalement, la date répondue, on va dire que c'est 2 jours après, donc ça va être le 22 mars 2024 et la question maintenant est complétée. Donc, lui est complet aussi. Je le traque maintenant, j'indique que le client m'a bel et bien répondu et que le client a cotisé à son REER dans les 60 premiers jours de l'année. Donc, je calcule maintenant la déclaration de revenus. Je reviens et là, vous allez constater que le formulaire de questions de révision qui était en suspens n'est plus là. Parce que là, j'ai plus de questions en suspens. J'ai seulement les questions qui sont complétées. Et là, maintenant, la question des 60 premiers jours de l'année se met dans le formulaire, se rajoute dans ce cas-là sur le formulaire des questions qui sont complété. Et le voilà, j'ai maintenant la trace des 2 questions que j'ai posé les questions à mon client. J'ai eu les réponses. J'ai maintenant le suivi de ces réponses et de ces questions sur un formulaire qui est question de révision complété. Nouveau pour 2024, le formulaire révision et suivi de flux de travail va faire partie maintenant de la facturation. Donc, dans le tableau de répartition des frais pour la production de déclaration de revenus, vous serez capable dorénavant, à partir de 2024, de charger pour produire le formulaire de révision et suivi du flux de travail. On vient juste de conclure la partie des améliorations de la saisie de données qu'on a apportées depuis quelques années maintenant. Voyons maintenant les améliorations qu'on a apportées au fil des ans dans la déclaration de revenus. On va commencer avec les étiquettes et notes de révision. Les étiquettes et les notes de révision sont des outils que DTMax vous offre pour faciliter la vérification de la déclaration de revenus. Avec ces 2 outils,
vous pouvez mettre des notes et des étiquettes sur des champs en particulier durant le processus de la vérification. Par exemple, je constate un montant de 2050,30 que je pense est erroné durant mes vérifications. Je peux maintenant placer une étiquette sur ce champ, soit pour le vérifier ou soit pour indiquer que c'est une erreur. Donc, la façon de déclencher les étiquettes et les notes, tout simplement, vous allez vous placer sur le champ de la déclaration de revenus. Vous cliquez avec le bouton de droite de la souris et là, vous allez constater maintenant que vous avez toutes les étiquettes en main. Le choix des étiquettes sont pour révision, erreur, cocher OK et vérification finale. Vous avez aussi l'option de rajouter une note de révision au champ et de façon simultanée, vous pouvez aussi sélectionner l'étiquette. Donc, c'est ça qu'on va faire dans notre exemple. Je vais indiquer que je dois corriger ce montant-là. Il est erroné. Donc, je vais placer une note de révision et je vais placer une étiquette pour bien indiquer que je dois corriger ce montant. Donc, je sélectionne, encore une fois, je clique avec le bouton de droite de la souris sur le champ et je sélectionne « Ajouter une note de révision ». Une nouvelle fenêtre va apparaître pour, premièrement, sélectionner l'étiquette que je veux placer sur ce champ. Et deuxièmement, je peux aussi saisir une note directement sur le champ. Donc, dans mon exemple, le montant est erroné. Donc, je vais indiquer, OK, c'est une erreur. Je sélectionne l'étiquette d'erreur. Et après ça, je place ma note. Et voilà. Donc, j'ai indiqué que le champ est erroné. J'ai mis une note pour corriger le champ. Donc, je veux revenir plus tard dans ce champ-là pour le corriger. Je clique sur « Sauvegarder » et maintenant, le logiciel a placé l'étiquette et la note directement sur le champ. Vous constatez que sur mon écran, l'étiquette va changer la couleur du champ carrément. Dans mon cas, comme j'ai indiqué une étiquette d'erreur, DTMax va changer la couleur du champ en rouge. Deuxièmement, vous allez constater aussi un petit onglet vers le haut à droite du champ. Ça, c'est DTMax qui vous indique que vous avez une note de vérification sur ce champ. Vous avez tout simplement à placer votre souris dessus et le logiciel va vous indiquer maintenant la note que vous avez placée sur ce champ. En indiquant une étiquette sur un formulaire en particulier, le logiciel va vous indiquer le formulaire que vous avez placé votre étiquette dans la liste de formulaires dans le menu de gauche. Vous constatez que présentement, je me retrouve à la page 3 de la déclaration fédérale et j'ai placé une étiquette sur le champ 12 000. Dans la liste de formulaires générée par le dossier, vous allez constater que DTMax va vous indiquer que une étiquette a été placée directement sur un champ dans ce formulaire. Vous pouvez aussi voir une liste de toutes les étiquettes et les notes de révision que vous avez placées sur la déclaration complète du client. La façon de voir cette liste-là, vous pouvez cliquer avec le bouton de droite de la souris sur n'importe quel champ, sur n'importe quel formulaire, et vous sélectionnez l'option « Lister toutes les étiquettes de révision ». En ce faisant, le logiciel va vous indiquer la liste de tous les champs que vous avez étiquetés, en plus des notes de révision que vous avez rajoutées sur ces étiquettes. De là, pour s'y placer directement à ce champ, on peut tout simplement cliquer 2 fois dessus et le logiciel va vous amener directement au champ que vous avez étiqueté et que vous avez placé une note. En tout temps, vous pouvez changer les étiquettes que vous avez placées sur les champs. Donc, exemple,
dans mon erreur ici, je constate que finalement, le champ n'était pas erroné, que le montant était correct. Donc, je vais changer maintenant l'étiquette et je vais supprimer la note. Donc, en premier lieu, je peux cliquer avec le bouton de droite de la souris et je peux revenir à modifier la note de révision. Parce que je veux enlever dans ce cas-là la note de révision, tout est correct. Je le sélectionne. J'enlève maintenant la description de la note parce que tout est correct, ou je pourrais carrément dire correct ici. Et pour l'étiquette, je peux la changer pour cocher OK ou vérification finale. Donc, je vais indiquer vérification finale, tout est correct, j'ai bien vérifié le champ et je peux maintenant sauvegarder. Vous voyez maintenant que mon étiquette change de couleur, il est en vert. L'onglet rouge est encore là, que j'ai encore une note. Je place ma souris dessus. Voici que j'ai maintenant l'étiquette vérification finale et j'ai la note que tout est correct. Des précisions maintenant à apporter sur les étiquettes de révision. Sachez que les étiquettes ne changent pas l'état de traitement du dossier du client. Donc, même si vous avez placé un champ en erreur, ça n'empêche pas que le dossier peut être transmis par voie électronique. Deuxièmement, les champs ne sont pas transmis aux deux paliers du gouvernement. Donc, vous pouvez placer des étiquettes sur les formulaires officiels des deux paliers du gouvernement en toute sécurité. Ces étiquettes-là ne se transmettent pas aux deux paliers du gouvernement. Continuons avec les améliorations de l'écran de la déclaration de revenus et on va voir maintenant deux formulaires que DTMax produit qui vont vous aider à organiser les renseignements que les clients vous amènent quand vous allez produire leur déclaration de revenus. Le premier, c'est un nouveau formulaire de quelques années maintenant qu'on appelle liste de vérification générale. Donc, sur ce formulaire-là, on a tous les types de renseignements qui existent sur la déclaration de revenus et lesquels qui sont pertinents pour le dossier de votre client. Donc, comme vous le constatez sur mon écran présentement, vous allez voir des coches à côté des champs qui sont pertinents pour le dossier du client. Donc, c'est une liste de vérification dont le logiciel va compléter automatiquement selon les renseignements qui sont dans la déclaration de revenus du client. Donc, ce formulaire-là pourrait faire partie des formulaires que vous remettez à vos clients à la fin de la production et de leur demander de le consulter avant de venir vous voir l'année suivante quand vous allez produire leur déclaration de revenus dans la nouvelle année. En demandant à vos clients de consulter ce formulaire avant de venir vous voir pour produire leur déclaration de revenus, vous vous assurez que vos clients vous amènent tous les renseignements pertinents pour leur déclaration de revenus. Continuons avec le thème général de liste de vérification. Sachez que DTMax produit aussi un type de liste de vérification avec la lettre au client. On l'appelle le questionnaire pro forma. Donc, la lettre au client, vous la connaissez déjà, c'est la lettre modèle que DTMax va produire pour chaque dossier indiquant aux clients des renseignements sur leur déclaration de revenus. Par exemple, leur montant dû au remboursement, les prestations qu'ils ou elles vont recevoir, etc., etc., etc. Sachez que DTMax produit aussi d'autres lettres avec la lettre au client, mais il faut l'activer. Une de ces lettres-là, c'est le questionnaire Proforma, qui est un questionnaire qui est très similaire à la liste de vérification qu'on vient juste de voir parmi la liste de pages générée dans le dossier du client. Pour activer cette option, on se place au menu Préférences, on sélectionne l'option Lettre au client, et vers le bas de la nouvelle fenêtre, vous avez deux options. Générer une lettre de mission séparée, que je vais cocher et vous montrer, et générer un questionnaire Proforma séparé. Le questionnaire, en termes techniques, le principe est le même que la liste de vérification qu'on vient juste de voir. Cliquez sur OK et on va maintenant recalculer le dossier pour générer maintenant ces deux lettres additionnelles.
Donc, je me place sur le menu « Outils » et je sélectionne « Recalculer ce client ». Vous voyez maintenant, parmi la liste des formulaires dans le menu de gauche, vous en avez maintenant plus de pages qui sont générées avec votre lettre au client. On se rend à la prochaine page et là, on voit maintenant la lettre de mission. C'était une des options que j'avais cochées dans le menu de la lettre au client. Cette lettre de mission, tout simplement, c'est une lettre de dégagement de responsabilité dont le client signe et confirme que vous êtes seulement responsable des résultats de la déclaration de revenus selon les renseignements que eux vous ont fournis. On a aussi une autre lettre de mission qu'on génère avec cette option-là. C'est une lettre de mission, une attestation de disposition d'une résidence principale, dont le client confirme pour vous si il ou elle ont disposé d'une résidence principale ou non durant l'année fiscale. On est rendu maintenant au questionnaire Proforma, qui est un formulaire dont le logiciel va poser des questions à vos clients en leur demandant de fournir des renseignements pertinents sur leur dossier. Donc, c'est un formulaire qui est généré à la fin de la production de l'année en cours et le but est de remettre ce formulaire-là à vos clients et de s'assurer que le client répond et consulte ce formulaire avant le début de la saison de l'année prochaine pour vous fournir les renseignements pertinents pour leur dossier. Donc, avec le questionnaire, on pose des questions de base, par exemple des questions sur l'état civil du client. On continue après ça des questions administratives sur leur déclaration de revenus, par exemple le dépôt direct, leur réponse pour la question Élections Canada. Et après ça, le questionnaire Proforma va personnaliser le questionnaire selon les renseignements qui ont été produits dans le dossier du client de l'année précédente dans ce cas-là. N'oubliez pas, le but, c'est de produire le formulaire à la fin de l'année précédente, de le remettre au client et de leur demander de le consulter et de ramener les renseignements que le questionnaire va leur demander pour l'année en cours. Vous voyez, c'est pour cela que je suis dans l'année 2023 et c'est un Proforma pour 2024. Donc, vous voyez ici que le logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va chercher dans le dossier du client et il va personnaliser le questionnaire pour leur demander de ramener les mêmes types de renseignements que les clients avaient l'année précédente. Donc, vous remettez le formulaire, vous demandez au client de le consulter avant de venir vous voir l'année suivante et de s'assurer de ramener tous ces renseignements-là que le formulaire leur demande. Et finalement, on a d'autres questions de nature générale que le formulaire va leur demander de ramener et de répondre pour l'année suivante. Donc, le but du questionnaire, c'est de simplifier votre production de déclaration de revenus, particulièrement le côté administratif au début de la production. Donc, du moment que le client consulte ce formulaire-là et la liste de vérification, on s'assure maintenant que le client nous ramène tous les renseignements pertinents de leur dossier. Comme ça, vous pouvez produire plus facilement leur déclaration de revenus. Voyons maintenant une autre amélioration de quelques années maintenant de l'écran de la déclaration de revenus qui est relié directement aux optimisations du logiciel. On parle des répartitions des économies d'impôts ou la conciliation des économies d'impôts. Donc, comme on le sait avec DTMax, DTMax va transférer ou optimiser automatiquement entre les membres de la famille. Donc, par exemple, les transferts entre les membres de famille, que ce soit entre un couple ou une personne à charge à un aidant naturel, le logiciel va les faire de façon automatisée ou automatique. Il va vous donner ce rapport qu'on appelle le rapport d'optimisation qui va vous indiquer les transferts que le logiciel a effectués automatiquement et si vous voulez changer d'avis, quel mot-clé à utiliser pour changer ce calcul. Mais sachez qu'aussi, DTMax va générer un autre formulaire qu'on appelle le tableau de réattribution des économies d'impôts ou la conciliation des économies d'impôts. Donc, qu'est-ce que ce formulaire-là fait? C'est qu'il va indiquer dans ce cas-là comment le couple, dans cet exemple, peut concilier entre eux
les économies d'impôts d'après les transferts qui ont été effectués entre eux. Donc, habituellement, avec ces transferts, que ce soit un fractionnement de revenus de pension ou que ce soit un transfert de frais médicaux ou de dons, il y a un conjoint qui va bénéficier un peu plus que l'autre pour que le résultat combiné soit meilleur. Donc, à cause de cela, le tableau va effectuer ce calcul-là de réattribution des économies. Donc, le tableau va indiquer le montant qu'un conjoint a bénéficié pour réclamer les avantages transférés de l'autre. Ça inclut aussi les frais de garde d'enfants. Donc, on sait qu'au fédéral, il n'y a pas d'optimisation. C'est vraiment le plus bas revenu qui doit les réclamer. Donc, le chef va quand même faire cette réattribution-là pour les frais de garde aussi et tous les autres montants transférables. Le chef va indiquer le montant dont un conjoint a été avantagé versus l'autre, va faire une conciliation entre les deux et finalement va vous indiquer le montant qu'un conjoint devrait rembourser l'autre pour que les deux soient égaux en termes des transferts qu'un conjoint a bénéficié en réclamant des montants de la part de l'autre. Sachez que vous pouvez même changer cette réattribution-là à l'aide du mot-clé répartition éco-IMP. On peut cliquer 2 fois dessus ici. Vous voyez, vous avez l'option de cliquer 2 fois dessus et DTMax va vous générer cette fenêtre pour rajouter ce mot-clé-là dans le logiciel, dans la saisie de données. Donc, on va dire « Ajouter aux données ». Le voilà. On indique si on veut générer le tableau ou non. Donc, ça se peut qu'il y a des clients qui ne veulent pas ce calcul-là, donc on pourrait dire ne pas générer. Mais dans notre cas, on va dire générer le tableau. Et après ça, on peut changer la réattribution nous-mêmes dans le tableau. Donc, cette réattribution-là, ça ne change pas l'optimisation que le logiciel va effectuer dans le dossier. Il va juste changer le calcul de la réattribution des économies ou de la conciliation des économies entre les deux conjoints. Donc, exemple, si l'accord parmi le couple, c'est que vous en avez un conjoint qui paye 60% des frais de garde et l'autre conjoint paye 40%, dans ce cas-là, on peut changer maintenant ce calcul-là. On pourrait dire, bon, le chef paye 60 et le conjoint va payer 40. Donc, on sait qu'au fédéral, il n'y a pas d'optimisation, c'est vraiment le moindre revenu qui réclame les frais, mais pour les économies d'impôts, on peut faire cette conciliation-là avec ce formulaire-là. On calcule la déclaration de revenus et vous voyez maintenant, le logiciel va changer la réattribution et va refaire le calcul et va recalculer l'attribution des économies d'impôts d'un conjoint à l'autre. Vraiment un formulaire très bien fait que vous pouvez remettre à vos clients. On sait qu'on a des clients qui ne veulent pas faire le partage de transferts entre eux. Bien, vous avez maintenant un formulaire en main pour essayer de les convaincre de prendre les économies avec les transferts et après ça, ils peuvent se concilier entre eux selon le calcul de ce formulaire. On est rendu maintenant à la partie de la présentation dont on va voir la façon que les changements de la déclaration de revenus sont appliqués dans la saisie de données de DTMax. On va se limiter à 2 changements en particulier. Le premier, c'est le changement de taux d'inclusion pour les gains en capital et le deuxième, c'est le refus des dépenses pour les locations à court terme. Commençons avec le changement du taux d'inclusion pour les gains en capital. Donc, pour plus de détails sur ces changements, allez-y consulter la session de mise à jour 2024 qui fait partie de Synergie 2024. Bon, qu'est-ce qui est primordial pour ce changement de taux d'inclusion? C'est la date de disposition, parce que la mesure est applicable seulement à partir du 25 juin 2024. En d'autres mots, les dispositions qui vont arriver après ou la journée même le 25 ou après le 25 juin 2024. Donc, quand vous allez saisir les transactions de gains en capital, donc, allons-y dans le groupe général de gains en capital. Prenons le cas le plus fréquent qui serait actions et autres biens non amortissables. Bien, là, maintenant, la date de disposition devient très importante. C'est la seule façon que le logiciel va savoir d'appliquer maintenant cette nouvelle mesure du changement du taux d'inclusion de 1,5 à 2 tiers du gain de cette disposition. Donc, il faut absolument saisir maintenant la date de disposition.
Bon, maintenant, si on a des gains en capital qui proviennent de feuillets, par exemple les feuillets T3 ou T5, bien, vous allez constater maintenant, dans ces feuillets, quand on va saisir le gain en capital, vous allez avoir deux choix maintenant. Vous allez avoir des dispositions après le 24 juin 2025 ou les dispositions avant le 25 juin 2024. Donc, c'est très important de bien choisir l'option et de saisir le gain en capital. Comme ça, le logiciel peut appliquer cette nouvelle mesure. Voyons maintenant la façon qu'on va appliquer les changements sur les revenus de location, plus particulièrement le refus des dépenses pour les locations à court terme ou certaines locations à court terme. Il y a quand même des précisions à apporter. Il y en a des règles applicables sur les locations à court terme, lesquelles peuvent réclamer leurs dépenses et lesquelles ne peuvent pas. Encore une fois, allez-y consulter la session de mise à jour 2024 qui vont vous donner tous les détails sur cette mesure. Donc, comment maintenant on va appliquer ce changement à l'aide de DTMax, à l'aide de la saisie de données. Bon, en premier lieu, quand on va indiquer l'identification du revenu de location ou de l'immeuble locatif, vous allez constater un nouveau mot-clé ici dans le sous-groupe raison sociale qui s'appelle court terme. Donc, si une portion des revenus de cette location était sur une location à court terme, par exemple avec des services comme Airbnb ou Vrbo, bien, on va indiquer oui. Et après ça, on va indiquer le pourcentage des revenus et des dépenses qui sont applicables à une location à court terme. Donc, en premier lieu, il faut décortiquer les revenus à court terme et les revenus des locations à long terme. Donc, on le fait au premier niveau avec le pourcentage ici. Donc ici, avec le mot-clé court terme pourcentage, on indique le pourcentage à court terme et là, le logiciel va l'appliquer ce pourcentage-là sur tous les revenus et les dépenses de la location. Bon, de là, on indique maintenant les revenus et les dépenses. Donc, par exemple, on indique les loyers bruts. On va indiquer ici les loyers bruts. Et vous allez constater aussi que vous pouvez décortiquer une deuxième fois maintenant si une portion du revenu est une location à court terme. Sachez que en indiquant le pourcentage, ici court terme pourcentage, le logiciel automatiquement va prendre 25% du revenu brut et va l'appliquer comme un revenu de location à court terme. Mais si il y a une différence dans ce cas-là, s'il y a un montant différent que 25%, pour le revenu seulement, par exemple, vous pouvez maintenant utiliser le sous-mot-clé court terme sous le mot-clé revenu, dans le groupe revenu, pour indiquer un montant qui est différent que 25% de ce montant. Sinon, le logiciel va assumer que c'est 25% pour le revenu et les dépenses. Donc, de là, on indique après ça les dépenses et vous allez avoir le même principe pour les dépenses. Donc, exemple, si je saisis ici les intérêts, vous allez constater encore une fois la partie à court terme. OK? Donc, vous pouvez aussi décortiquer la partie personnelle, mais aussi la partie à court terme. Encore une fois, le seul temps que vous utilisez ce sous-mot-clé-là dans le groupe dépenses ou dans le groupe revenus qu'on avait vu auparavant, c'est si le montant pour cette dépense en particulier est différent que le 25% que vous avez indiqué généralement pour tous les revenus et tous les dépenses. Donc, vous saisissez le montant qui est différent dans ce cas-là. Sinon, le logiciel va tout simplement prendre 25% de la dépense et va l'appliquer à la location à court terme. Bon, j'avais mentionné en premier lieu, le gouvernement va vous demander de décortiquer le revenu à long terme et le revenu à court terme. En deuxième lieu, il faut maintenant décortiquer la portion du revenu court terme qu'on ne peut pas réclamer sur la déclaration de revenus selon la nouvelle loi. Encore une fois, consultez le vidéo de la mise à jour 2024 pour avoir les renseignements. Donc, si vous avez une portion de ces revenus à court terme qui ne sont pas admissibles comme dépenses parce qu'ils ne rencontrent pas les critères, dans ce cas, il faut le décortiquer une deuxième fois avec le mot-clé secondaire non conforme. Donc ici, avec le mot-clé non conforme, on indique le montant non conforme de dépenses ou le montant non conforme de la DPA.
Et là, vous indiquez l'adresse, le numéro de logement et la partie du total des dépenses courantes, dans ce cas-là, qui ne sont pas admissibles selon la nouvelle loi. OK? C'est ça que vous indiquez là-dedans. En plus, le gouvernement va indiquer le nombre de jours de la location à court terme et le nombre de jours de ces jours-là qui sont non conformes selon la nouvelle loi. Il faut vraiment décortiquer. Donc, en premier lieu, on prend les revenus et les dépenses totaux et on va décortiquer portion court terme, portion long terme. Du moment qu'on a décortiqué ces revenus-là, on prend les revenus et dépenses à court terme et on indique particulièrement les dépenses dans ce cas-là. Pour les dépenses à court terme, quelle portion de ces dépenses-là ne sont pas conformes selon cette nouvelle loi et qui vont être carrément refusées. Donc, on ne pourrait pas déduire dans ce cas-là ces dépenses dans la déclaration de revenus. Donc, ici, on prend partie court terme, on indique le montant et le logiciel va soustraire ce montant-là des dépenses totaux à court terme qu'on a indiquées auparavant. Donc, ça conclut la session pour DTMax dévoilé. J'espère que vous avez bien apprécié les renseignements qu'on vous a fournis dans cette session et merci beaucoup d'avoir participé à Synergie 2024.